I don't think I'm ready to come down. Ces deux personnages, Kevin Garvey et son père, ont attendu la fin du monde. En vain. Ils sont maintenant assis, démunis, sans horizon. Au fond, tout au fond de leur âme, ils auraient préféré que cette fin arrive. Ça les aurait rassurés. Savoir qu'une chose qui les dépasse s'est produite, qu'ils ont pu la lire d'un certain signe, que leur récit possède un but, que leur récit possède une fin. Insuffler du sens, quitte à en crever. Cette scène, elle est issue de la saison 3 de la brillante série The Leftovers. Ce monde en sursis où 2% de la population mondiale s'est évaporé, sans explication, et où ceux qui restent sont confrontés à ce vide béant et terrible. Quand la fin ne veut pas arriver, qu'est-ce qu'il reste ? How do you think people responded to the prospect of imminent doom? They didn't fear their demise, they repackaged it. It can be enjoyed as video games, as TV shows, books, movies. The entire world wholeheartedly embraced the apocalypse. Why? Because you want to sink. Qu'on en finisse. On aura beau dire ce qu'on veut, cette fin, elle nous terrorise, mais elle nous fascine aussi. Une partie de nous l'appelle comme un soulagement. Arpenter ce grand vide, cette fragilité absurde de l'humain. S'échapper. Cet air du temps, cet air de fin, on le respire chaque jour. Cette imagerie est devenue tellement familière. Une humanité qui s'emballe, qui ne contrôle plus rien. Faire place, faire pause. Tabula rasa. The earth is evil. We don't need to grieve for it. Nobody will miss it. Dans un monde obsédé par sa fin, la fiction nous met en garde contre cette réalité. Mais paradoxalement, elle l'éloigne aussi. Elle la cantonne à un écran. Ce ne sont que des images. Après tout, c'est comme ranger notre peur sur une étagère. On s'échauffe, puis on oublie. Depuis les plus vieilles prophéties de fin du monde jusqu'au destruction porn, cette ivresse de destruction à grande échelle qui inspire tellement d'artistes, l'idée de fin absolue est partout, alors qu'elle n'arrive pourtant jamais. On attend un simple boom, une rupture nette, mais si le monde finit, ce sera effectivement dans un murmure. Un murmure qui s'immisce, qui craquelle nos cocons. Un murmure qui se déploie sur le temps long. Insaisissable, discret, impitoyable. La fin du monde ou la fin d'un monde? I don't want to go. Les moments de transition, de changement, ils excitent l'imagination, notre besoin de voir plus grand. Ça peut être la fin d'un monde intime, la fin d'un âge imaginaire, ou la fin d'un âge réel, comme celui de l'Ouest sauvage qui laisse place au XXe siècle. Ce qui relie tous ces moments, qu'ils soient mélancoliques ou porteurs d'espoir, c'est que la flamme y brûle plus intensément. Nos récits y brûlent plus intensément. Ces moments où le souffle du temps révèle l'essentiel, nous emporte ou nous balaie. Avec toute l'ironie cruelle qui va parfois avec. The Twilight Zone. Comme dans cet épisode de la 4e dimension, où ce personnage martyrisé par l'existence se délecte d'avoir enfin tout le temps qu'il souhaite après l'apocalypse nucléaire pour lire. And the best thing, the very best thing of all, is there's time now. There's time enough at last.
That's not fair. That's not fair. That's not fair. Qu'est-ce qu'on cherche dans une fin? Qu'est-ce que ça révèle de nous? L'épisode 7 de la saison 2 de Twin Peaks n'est techniquement pas la fin de la série, mais c'est bel et bien le moment où elle est morte une première fois. Au pic de sa popularité, le studio et les spectateurs ont mis une pression énorme à David Lynch et Mark Frost, ses créateurs, parce qu'ils voulaient un but, un dénouement. Ils voulaient savoir enfin qui a tué Laura Palmer. Et ils ont eu ce qu'ils voulaient. L'essence de la série était d'ausculter ce qui entourait ce meurtre. Et le résoudre, c'était tuer l'œuvre. Par cette nécessité de fin, de satisfaction, les gens ont détruit ce qu'ils aimaient. La saison 2 se poursuivra comme l'ombre d'elle-même, et avant de partir, David Lynch mettra en scène cet épisode 7 comme un adieu, comme si la série portait son propre deuil. Alors que l'identité du meurtrier nous est révélée, littéralement sur une scène de théâtre voyeuriste, les personnages, qui ne sont pourtant pas encore au courant, pleurent déjà, parce qu'ils n'ont plus de substance, plus de raison d'exister. L'agent Dale Cooper a un regard caméra, perdu, et à travers ce vieil homme, David Lynch nous adresse un dernier message. I'm so sorry. Rideau. Et la série continue, comme si une autre âme avait investi son corps. Et on attend. Qu'est-ce qu'on cherche dans une fin? Souvent, un refuge, les codes qui rassurent, l'art qui met de l'ordre dans notre chaos. Créer une fin, c'est prendre le contrôle. Comme quand David Bowie, en mettant en scène sa mort de façon simple et déchirante dans le clip de Lazarus, devient définitivement immortel. L'aboutissement, il est là. La vérité de l'œuvre, elle est là. Dans la dernière émotion, le dernier propos, celui qu'on emportera de l'autre côté. Et prendre une fin en otage, c'est prendre toute l'œuvre en otage. Je suis une légende possède 2 tiers efficaces, parfois fascinants, où la solitude écrasante du personnage est parfaitement retranscrite, dans ce monde où l'humanité a été réduite à néant et où des ghouls rôdent dans les ténèbres. Et puis cette fin de studio, réduite par un dénominateur commun mou et sans âme, où le héros devient la légende du titre, en se sacrifiant pour détruire les prétendus monstres. Cette fin qui, malgré une version alternative à peine plus satisfaisante, trahit la substance même du roman et devient le jouet d'une morale idiote et simpliste. Un roman qui nous disait que dans un monde où les ghouls sont devenus la majorité, construisant une nouvelle civilisation, la normalité a changé de camp. Et le monstre, en fait, le monstre, c'est le dernier humain. C'est lui. Lui qui les traque comme une créature obsessive. C'est lui, la légende d'un âge révolu. C'est lui qui terrorise la nouvelle humanité. Implacable et sans aucune fanfare. Est-ce que c'est vraiment tout? Et on attend. On attend. Ce n'est pas un hasard si, à l'origine, le mot apocalypse signifie révélation, celle d'une direction. Chercher une fin, c'est chercher une finalité. Kevin Garvey Sr. voyait des signes annonciateurs de la fin du monde partout. Il fantasmait un grand schéma. Tout comme le personnage de Sam dans Under the Silver Lake, qui pousse jusqu'à l'absurde cette quête des signes cachés. Des signes tellement partout, réels ou imaginés, qu'ils en deviennent vides. We crave mystery because there's none left. Kevin et Sam ont choisi de croire pour conjurer leur peur du grand rien. I got scared. Leur sauveur, c'est le storytelling. And you know why? Because life itself is filled with no reason. La coupe finale. La coupe sur ce néant qu'on va essayer de remplir. Cette coupe qui fige notre émotion, que ce soit la douceur d'une main tendue
ou une explosion de violence. Comme dans Butch Cassidy et le Kid, qui, en figeant ses personnages, les fait passer dans l'histoire avec un grand H. Figer l'intensité. Quand est-ce qu'on coupe? Quand est-ce qu'on pose le point final? I'm finished. Instinctivement, on ressent assez souvent quand l'écran noir va arriver. On s'est habitué à un certain rythme dans le montage des films, ce rythme très fluide, hérité du Hollywood classique, qui se veut avant tout satisfaisant. Un rythme qui se calque souvent sur celui de la musique, parce qu'on aime que ça tombe droit. Tellement en fait que ces 15 dernières années, le montage rythmique est presque devenu un cliché, notamment dans les bandes annonces. Un son, une image et une émotion qui se synchronisent à un instant parfait, et la vibration, elle est là. Cette synchronisation, elle rassure, elle donne du sens. La coupe finale, on attend donc qu'elle arrive à un moment clé, quand on ressent la pulsation profonde d'un dernier plan, quand le moment est mûr, et qu'on a besoin de le figer avant qu'il ne s'étiole. Okay. Figer la vie avant qu'elle ne déçoive. Beaucoup de monteurs vous diront que le guide ultime, pour ça, bien plus que la musique, c'est le regard, son mystère, ce qu'il chuchote. Ce regard qui donne une musicalité, un rythme émotionnel, même au silence. Fuck. Et quand ce regard, un film cherche à le déstabiliser, soudainement, on est ailleurs. Je pense à certains derniers plans qui coupent à un moment très particulier, très proche de là où on pourrait s'y attendre, mais pas tout à fait. Ça se joue parfois à une fraction de seconde avant ou après le moment attendu, ce moment spécial où la coupe nous coupe légèrement le souffle. Excusez-moi. Comme si notre confusion était saisie au vol, et qu'en même temps, elle activait un désir, une curiosité. Et j'ai envie d'appeler ça les moments fantômes. Ces moments qui laissent une image quasi subliminale brûlée sur la rétine. Voici le dernier plan de Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Un long travelling nous rapproche de Claudia, qui se débat avec un problème d'addiction, et un autre personnage lui promet qu'il va prendre soin d'elle. Elle écoute, peut-être absente, peut-être remplie d'espoir, peut-être fataliste, on ne sait pas. La chanson qui accompagne le moment, c'est Save Me d'Amy Mann. Elle monte, la caméra se rapproche, scrutant ce visage énigmatique. Alors, le plus satisfaisant aurait été de couper sur le tempo de la musique, quand le refrain commence. Un peu comme dans Whiplash, par exemple, où les opposés sont réconciliés et où on finit donc dans l'harmonie. Ça coupe droit. Mais là, avec Magnolia, bon, il y a toujours une satisfaction liée au rythme, ouais, puisque le regard caméra est synchronisé avec le motif de guitare, ce qui le rend encore plus intense. Mais la coupe elle-même, elle arrive bizarrement juste avant la pulsation suivante. Même pas sur le contretemps, ce qui aurait gardé une forme de rythme. Non, juste quelque part par là, subtilement, chaotique. Parce qu'on quitte les personnages en suspens, et que ce regard qui nous est adressé peut signifier tellement de choses. Cette coupe, elle renforce l'incertitude, elle déboussole tout en douceur. Un instant minuscule qui tape dans quelque chose de profond, comme si le film poussait ses murs.
qu'en s'attardant juste un peu plus, on nous faisait ressentir un monde qui continue à palpiter, même après l'écran noir. Ça a sûrement l'air de rien dit comme ça, mais je vous jure qu'immergé dans le film, ça prend tout son sens. Cet art de la coupe finale, de ce petit décalage qui est en fait parfaitement à sa place, il y a une musicalité très fine derrière. C'est ironique quand on y pense. La meilleure fin, c'est peut-être celle qui refuse d'en être une. Pas au sens où elle invite à des suites, non. Au sens où elle nous invite à ressentir plus grand. Au sens où elle nous dit que tout ça continuera, avec ou sans nous. Le temps passe, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On n'est pas forcément le personnage principal de l'histoire. Now what? Il est mort le soleil quand tu m'as quitté. Il est mort l'été. L'amour et le soleil séparés. Il est mort le soleil. Mais je suis la seule